Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir et de lire avec vous Paul et Virginie jusqu'à l'aube. Alors, pour comprendre Paul et Virginie, il faut comprendre l'auteur, Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. Alors, je vais un peu vous parler de lui. C'est un écrivain français qui est né au Havre en 1737 et mort en 1814. Alors, c'est un enfant rêveur et passionné d'aventure. On va le retrouver dans le roman Paul et Virginie. Pourtant, c'est un fils d'un modeste directeur des messageries du Havre, mais il reçoit une instruction intermittente chez les jésuites de Caen. Un voyage à la Martinique à l'âge de 12 ans, la lecture de Robinson Crusoe font de lui l'auteur qu'il sera plus tard et qu'on retrouve dans Paul et Virginie. Alors, pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une excellente soirée et je commence donc Paul et Virginie. Sur le côté oriental de la montagne qui s'élève derrière le port Louis de l'île de France, on voit dans un terrain jadis cultivé les ruines de deux petites cabanes. Elles sont situées presque au milieu d'un bassin formé par de grands rochers qui n'a qu'une seule ouverture, tournée au nord. On aperçoit à gauche la montagne appelée le Morne de la Découverte, d'où l'on signale les vaisseaux qui abordent dans l'île. Et au bas de cette montagne, la ville nommée le Port-Louis. À droite, le chemin qui mène du Port-Louis au quartier des Pamplemousses. Ensuite, l'église de ce nom qui s'élève avec ses avenues, de bambous au milieu d'une grande plaine. Et plus loin, une forêt qui s'étend jusqu'aux extrémités de l'île. On distingue devant soi, sur les bords de la mer, la baie du Tombeau. Un peu sur la droite, le cap Malheureux, et au-delà, la pleine mer, où paraissent à fleur d'eau quelques îlots inhabités. Entre autres, le coin de Myre, qui ressemble à un bassin au milieu des flots. À l'entrée de ce bassin, d'où l'on découvre tant d'objets, les échos de la montagne répètent sans cesse le bruit des vents qui agitent les forêts et le fracas des vagues qui brisent au loin sur les récifs. Mais au pied même des cabanes, on n'entend plus aucun bruit. Et on ne voit autour de soi que de grands rochers escarpés comme des murailles. Des bouquets d'arbres croissent à leur base, dans leurs fentes et jusque sur leurs cimes, où s'arrêtent les nuages. Les pluies que leurs pitons attirent peignent souvent les couleurs de l'arc-en-ciel sur leurs flancs verts et bruns et entretiennent à leurs pieds les sources dont se forme la petite rivière de Latanier. Un grand silence règne dans leur enceinte, où tout est paisible. L'air, les eaux et la lumière. À peine l'écho y répète le murmure des palmistes, qui croissent sur leurs plateaux élevés et dont on voit les longues flèches toujours balancées par les vents. Un jour, doux éclaire le fond de ce bassin où le soleil ne luit qu'à midi. Mais dès l'aurore, ses rayons en frappent le couronnement dont les pics s'élèvent au-dessus des ombres de la montagne. J'aimais à me rendre dans ce lieu où l'on jouit à la fois d'une vue immense et d'une solitude profonde. Un jour, que j'étais assis au sol de ces cabanes et que j'en considérais les ruines, un homme déjà sur l'âge vint à passer en environs. Il était, suivant la coutume des anciens habitants, en petite veste et en longs caleçons. Il marchait nu-pieds et s'appuyait sur un bâton de bois d'ébène. Ses cheveux étaient tout blancs et sa physionomie noble et simple. Je le saluai avec respect. Il me rendit mon salut et m'ayant considéré un moment, il s'approcha de moi et vint se reposer sur le tertre où j'étais assise. Excité par cette marque de confiance, je lui adressai la parole. « Mon père, lui dis-je,
pourriez-vous m'apprendre à qui ont appartenu ces 2 cabanes ?» Il me répondit, « Mon fils, ces masures et ce terrain inculte étaient habités, il y a environ 20 ans, par 2 familles qui y avaient trouvé le bonheur. Leur histoire est touchante. Mais dans cette île, située sur la route des Indes, quel Européen peut s'intéresser au sort de quelques particuliers obscurs, qui voudraient même y vivre heureux, mais pauvres et ignorés? Les hommes ne veulent connaître que l'histoire des grands et des rois, qui ne sert à personne. Mon père, repris-je, il est aisé de juger à votre air et à votre discours que vous avez acquis une grande expérience si vous en avez le temps. Racontez-moi, je vous prie, ce que vous savez des anciens habitants de ce désert et croyez que l'homme même le plus dépravé, par les préjugés du monde, aime à entendre parler du bonheur que donnent la nature et la vertu. Alors, comment quelqu'un qui cherche à se rappeler diverses circonstances, après avoir appuyé quelque temps ses mains sur son front, voici ce que ce vieillard me raconta. En 1726, un jeune homme de Normandie appelé Monsieur de la Tour, après avoir sollicité en vain du service en France et des secours dans sa famille, se détermina à venir dans cette île pour y chercher fortune. Il y avait avec lui une jeune femme qu'il aimait beaucoup et dont il était également aimé. Elle était d'une ancienne et riche maison de sa province. Mais il l'avait épousée en secret et sans dot, parce que les parents de sa femme s'étaient opposés à son mariage, attendu qu'il n'était pas gentilhomme. Il la laissa à Port-Louis de cette île et il s'embarqua pour Madagascar, dans l'espérance d'y acheter quelques noirs et de revenir promptement ici former une habitation. Il débarqua à Madagascar vers la mauvaise saison qui commence à la mi-octobre. Et peu de temps après son arrivée, il y mourut des fièvres pestilentielles qui y règnent pendant 6 mois de l'année et qui empêcheront toujours les nations européennes d'y faire des établissements fixes. Les effets qu'ils avaient emportés avec lui furent dispersés après sa mort, comme il arrive ordinairement à ceux qui meurent hors de leur patrie. Sa femme, restée à l'île de France, se trouva veuve, enceinte, et n'ayant pour tout bien au monde qu'une négresse dans un pays où elle n'avait ni crédit, ni recommandation. Ne voulant rien solliciter auprès d'aucun homme après la mort de celui qu'elle avait uniquement aimé, son malheur lui donna du courage. Elle résolut de cultiver avec son esclave un petit coin de terre afin de se procurer de quoi vivre. Dans une île presque déserte, dont le terrain était à discrétion, elle ne choisit point les cantons les plus fertiles ni les plus favorables au commerce. Mais cherchant quelques gorges de montagne, quelque asile caché où elle put vivre seule et inconnue, elle s'achemina de la ville vers ses rochers pour s'y retirer comme dans un nid. C'est un instinct commun à tous les êtres sensibles et souffrants de se réfugier dans les lieux les plus sauvages et les plus déserts. Comme si des rochers étaient des remparts contre l'infortune, et comme si le calme de la nature pouvait apaiser les troubles malheureux de l'âme. Mais la Providence, qui vient à notre secours lorsque nous ne voulons que les biens nécessaires, en réservait eu à Madame de la Tour, que ne donnent ni les richesses, ni la grandeur. C'était une amie. Dans ce lieu, depuis 1 an, demeurait une femme vive, bonne et sensible. Elle s'appelait Marguerite. Elle était née en Bretagne d'une simple famille de paysans, dont elle était chérie, et qui l'aurait rendue heureuse si elle n'avait eu la faiblesse d'ajouter foi à l'amour d'un gentilhomme de son voisinage qui lui avait promis de l'épouser. Mais celui-ci, ayant satisfait sa passion, s'éloigna d'elle et refusa même de lui assurer une subsistance pour un enfant dont il l'avait laissée enceinte. Elle s'était déterminée alors à quitter pour toujours le village où elle était née et à aller cacher sa faute aux colonies, loin de son pays, où elle avait perdu la seule dot d'une fille pauvre et honnête, la réputation. Un vieux noir, qu'elle avait acquis de quelques derniers empruntés, cultivait avec elle un petit coin de ce canton. Madame de la Tour
suivi de sa négresse, trouva dans ce lieu Marguerite qui allaitait son enfant. Elle fut charmée de rencontrer une femme dans une position qu'elle jugea semblable à la sienne. Elle lui parla un peu de mots de sa condition passée et de ses besoins présents. Marguerite, au récit de Madame de la Tour, fut émue de pitié, et voulant mériter sa confiance plutôt que son estime, elle lui avoua, sans rien lui déguiser, l'imprudence dont elle s'était rendue coupable. « Pour moi, dit-elle, j'ai mérité mon sort. Mais vous, madame, vous, sage et malheureuse, et elle lui offrit en pleurant sa cabane et son amitié. Madame de la Tour, touchée d'un accueil si tendre, lui avait dit en la serrant dans ses bras « Ah, Dieu veut finir mes peines, puisqu'il vous inspire plus de bonté envers moi qui vous suis étrangère, que jamais je n'en ai trouvé dans mes parents. » Je connaissais Marguerite, et quoique je demeure à 1 lieue et demie d'ici, dans les bois derrière la montagne longue, je me regardais comme son voisin. Dans les villes d'Europe d'une rue, un simple mur empêche les membres d'une même famille de se réunir pendant des années entières. Mais dans les colonies nouvelles, on considère comme ses voisins ceux dont on est séparés que par des bois et par des montagnes. Dans ce temps-là, surtout, où cette île faisait peu de commerce aux Indes, le simple voisinage y était un titre d'amitié. Et l'hospitalité envers les étrangers, un devoir et un plaisir. Lorsque j'ai appris que ma voisine avait une compagne, je fus la voir pour lâcher d'être utile à l'une et à l'autre. Je trouvai dans Madame de la Tour une personne d'une figure intéressante, pleine de noblesse et de mélancolie. Elle était alors sur le point d'accoucher. Je dis à ces 2 dames qu'il convenait, pour l'intérêt de leurs enfants, et surtout pour empêcher l'établissement de quelques autres habitants, de partager entre elles le fond de ce bassin, qui contient environ 20 arpents. Elles s'en rapportèrent à moi pour ce partage. J'en formai 2 portions à peu près égales. L'une renfermait la partie supérieure de cette enceinte, depuis ce piton de rochers couverts de nuages, d'où sort la source de la rivière de Latanier, jusqu'à cette ouverture escarpée que vous voyez au haut de la montagne, et qu'on appelle l'embrasure, parce qu'elle ressemble en effet à une embrasure de canon. Le fond de ce sol est si rempli de roches et de ravins qu'à peine on y peut marcher. Cependant, il produit de grands arbres et il remplit de fontaines et de petits ruisseaux. Dans l'autre portion, je compris toute la partie inférieure qui s'étend le long de la rivière des Lataniers, jusqu'à l'ouverture où nous sommes, d'où cette rivière commence à couler entre 2 collines jusqu'à la mer. Vous y voyez quelques lisières de prairies et un terrain assez uni, mais qui n'est guère meilleur que l'autre. Car dans la saison des pluies, il est marécageux, et dans les sécheresses, il est dur comme du plomb. Quand on y veut alors ouvrir une tranchée, on est obligé de le couper avec des haches. Après avoir fait ces 2 partages, j'engageai ces 2 dames à les tirer au sort. La partie supérieure échut à Madame de la Tour et l'inférieure à Marguerite. L'une et l'autre furent contentes de leur lot, mais elles me prièrent de ne pas séparer leur demeure, afin, me dirent-elles, que nous puissions toujours nous voir, nous parler et nous entraider. Il fallait cependant à chacune d'elles une retraite particulière. La case de Marguerite se trouvait au milieu du bassin, précisément sur les limites de son terrain. Je bâtis tout après sur celui de Madame de la Tour, une autre case, en sorte que ces 2 amies étaient à la fois dans le voisinage, l'une de l'autre et sur la propriété de leur famille. Moi-même, j'ai coupé des palissades dans la montagne. J'ai apporté des feuilles de latanier des bords de la mer pour construire ces 2 cabanes, où vous ne voyez plus maintenant ni porte ni couverture. Hélas, il n'en reste encore que trop pour mon souvenir. Le temps, qui détruit si rapidement les monuments des empires, semble respecter dans ces déserts ceux de l'amitié, pour perpétuer mes regrets jusqu'à la fin de ma vie.
À peine la seconde de ces cabanes était achevée que Madame de la Tour accoucha d'une fille. J'avais été le parrain de l'enfant de Marguerite, qui s'appelait Paul. Madame de la Tour me pria aussi de nommer sa fille conjointement avec son ami. Celui-ci lui donna le nom de Virginie. Elle sera vertueuse, dit-elle, et elle sera heureuse. Je n'ai connu le malheur qu'en m'écartant de la vertu. Lorsque Madame de la Tour fut relevée de ses couches, ces deux petites habitations commencèrent à être de quelque rapport, à l'aide des soins que j'y donnais de temps en temps, mais surtout par les travaux assidus de leurs esclaves. Celui de Marguerite, appelé Domingue, était un noir yolof, encore robuste, quoique déjà sur l'âge. Il avait de l'expérience et un bon sens naturel. Il cultivait indifféremment, sur les deux habitations, les terrains qui lui semblaient les plus fertiles. Et il imitait les semences que leur convenaient le mieux. Il semait du petit mil et du maïs dans les endroits médiocres, un peu de froment dans les bonnes terres et du riz dans les fonds marécageux. Et au pied des roches, des giromons, des courges et des concombres qui se plaisent à y grimper, il plante dans les lieux secs des patates qui y viennent très sucrées. Des cotonniers sur les hauteurs, des cannes à sucre dans les terres fortes, des pieds de café sur les collines où le grain est petit mais excellent. Le long de la rivière et autour des cases des bananiers qui donnent toute l'année de longs régimes, de fruits avec un bel ouvrage. Et enfin quelques plantes de tabac pour charmer ses soucis et ceux de ses bonnes maîtresses. Il allait couper du bois à brûler dans la montagne et casser des roches, çà et là, dans les habitations pour en aplanir les chemins. Il faisait tous ces ouvrages avec intelligence et activité, parce qu'il les faisait avec zèle. Il était fort attaché à Marguerite, et il ne l'était guère moins à Madame de la Tour, dont il avait épousé la négresse à la naissance de Virginie. Il aimait passionnément sa femme, qui s'appelait Marie. Elle était née à Madagascar, d'où elle avait apporté quelques industries, surtout celle de faire des paniers et des étoffes appelées pagnes, avec des herbes qui croissent dans les bois. Elle était adroite, propre et très fidèle. Elle avait soin de préparer à manger, d'élever quelques poules et d'aller de temps en temps vendre au Port-Louis le superflu de ces deux habitations, qui étaient bien peu considérables. Si vous y joignez 2 chèvres élevées près des enfants et un gros chien qui veillait la nuit au dehors, vous aurez une idée de tout le revenu et de tout le domestique de ces 2 petites métairies. Pour ses 2 amis, elle filait du matin au soir du coton. Ce travail suffisait à leur entretien et à celui de leur famille. Mais d'ailleurs, elles étaient si dépourvues de commodités étrangères qu'elles marchaient nu-pieds dans leur habitation et ne portaient de souliers que pour aller le dimanche de grand matin à la messe de l'église de Pamplemousse que vous voyez là-bas. Il y a cependant bien plus loin que Port-Louis, mais elles se rendaient rarement à la ville, de peur d'y être méprisées, parce qu'elles n'étaient vêtues de grosses toiles bleues de Bengale comme des esclaves. Après tout, la considération publique vaut-elle le bonheur domestique? Si ces dames avaient un peu à souffrir au dehors, elles rentraient chez elles avec d'autant plus de plaisir. À peine Marie et Domingue les apercevaient de cette hauteur sur le chemin de Pamplemousse qu'ils accouraient jusqu'au bas de la montagne pour les aider à la remonter. Elles lisaient dans les yeux de leurs esclaves la joie qu'ils avaient de les revoir. Elles trouvaient chez elles la propreté, la liberté, des biens qu'elles ne devaient qu'à leurs propres travaux, et des serviteurs pleins de zèle et d'affection. Elles-mêmes, unies par les mêmes besoins, ayant éprouvé des maux presque semblables, se donnant les doux noms d'amis, de compagnes et de sœurs, n'avaient qu'une volonté, qu'un intérêt, qu'une table.
Tout entre elles était commun. Seulement ces d'anciens feux plus vifs que ceux de l'amitié se réveillaient dans leurs âmes. Une religion pure aidée par des mœurs chastes les dirigeait vers une autre vie, comme la flamme qui s'envole vers le ciel lorsqu'elle n'a plus d'aliments sur la terre. Les devoirs de la nature ajoutaient encore au bonheur de leur société. Leur amitié mutuelle redoublait à la vue de leur enfant, fruit d'un amour également infortuné. Elle prenait plaisir à les mettre ensemble dans le même bain et à les coucher dans le même berceau. Souvent, elle les changeait de lait. « Mon ami, disait Madame de la Tour, chacune de nous aura 2 enfants, et chacun de nos enfants aura 2 mères. Comme 2 bourgeons qui restent sur 2 arbres de la même espèce, dont la tempête a brisé toutes les branches, viennent à produire des fruits plus doux. Si chacun d'eux, détaché du tronc maternel, est greffé sur le tronc voisin. Ainsi, ces 2 petits-enfants privés de tous leurs parents se remplissent de sentiments plus tendres que ceux de fils et de filles, de frères et de sœurs. Quand ils venaient à être changés de mamelles par les 2 amis qui leur avaient donné le jour, déjà leur mère parlait de leur mariage sur leur berceau, et cette perspective de félicité conjugale, dont elle charmait leur propre peine, finissait bien souvent par les faire pleurer. L'une se rappelant que ces mots étaient venus d'avoir négligé l'hymen et d'autres d'en avoir subi les lois. L'une de s'être élevée au-dessus de sa condition et l'autre d'en être descendue. Mais elles se consolaient en pensant qu'un jour leurs enfants, plus heureux, jouiraient à la fois, loin des cruels préjugés de l'Europe, des plaisirs de l'amour et du bonheur de l'égalité. Rien en effet n'était comparable à l'attachement qu'ils se témoignaient déjà. Si Paul venait à se plaindre, on lui montrait Virginie. À sa vue, il souriait et s'apaisait. Si Virginie souffrait, on en était averti par les cris de Paul. Mais cette aimable fille dissimulait aussitôt son mal pour qu'il ne souffrît pas de sa douleur. Je n'arrivais point de fois ici que je ne les visse tous les 2 tout nus, suivant la coutume du pays, pouvant à peine marcher, se tenant ensemble par les mains et sous les bras, comme on représente la constellation des Gémeaux. La nuit même ne pouvait les séparer. Elle les surprenait souvent couchés dans le même berceau, joue contre joue, poitrine contre poitrine, les mains passées mutuellement autour de leur cou et endormies dans les bras l'une de l'autre. Lorsqu'ils surent parler, les premiers noms qu'ils apprirent à se donner furent ceux de frères et de sœurs. L'enfance, qui connaît des caresses plus tendres, ne connaît point de plus doux noms. Leur éducation ne fit que redoubler leur amitié en la dirigeant vers leurs besoins réciproques. Bientôt, tout ce qui regarde l'économie, la propreté, le soin de vie, le soin de préparer un repas champêtre, fut du ressort de Virginie. Et ses travaux étaient toujours suivis de louanges et des baisers de son frère. Pour lui, sans cesse en action, il bêchait le jardin avec Domingue, ou une petite hache à la main, il le suivit dans les bois. Et si dans les courses, une belle fleur, un bon fruit ou un nid d'oiseau se représentait à lui, eussent-ils été au haut d'un arbre, il l'escaladait pour les apporter à sa sœur. Quand on en rencontrait un quelque part, on était sûr que l'autre n'était pas loin. Un jour que je descendais du sommet de cette montagne, j'aperçus à l'extrémité du jardin Virginie qui accourait vers la maison, la tête couverte de son jupon qu'elle avait relevé par derrière, pour se mettre à l'abri d'une ondée de pluie. De loin, je la crus seule, et m'étant avancée vers elle pour l'aider à marcher, je vis qu'elle tenait Paul par le bras, enveloppés presque en entier de la même couverture, riant l'un et l'autre d'être ensemble à l'abri sous un parapluie de leur invention. Ces 2 têtes charmantes, renfermées sous ce jupon, bouffant me rappelèrent les enfants de Léda, enclos dans leur même coquille. Toute leur étude était de se complaire et de se contraider. Au reste, ils étaient ignorants comme des créoles et ne savaient ni lire ni écrire. Ils ne s'inquiétaient pas de ce qui s'était passé dans les temps reculés et loin d'eux. Leur curiosité
ne s'étendait pas au-delà de cette montagne. Ils croyaient que le monde finissait où finissait leur île. Et ils n'imaginaient rien d'aimable où ils n'étaient pas. Leur affection mutuelle et celle de leur mère occupaient toute l'activité de leurs âmes. Jamais des sciences inutiles n'avaient fait couler leurs larmes. Jamais les leçons d'une triste morale ne les avaient remplies d'ennui. Ils ne savaient pas qu'il ne faut pas dérober. Tout chez eux était commun. Ni être intempérant, ayant à discrétion d'aimer simple, ni menteur n'ayant aucune vérité à dissimuler. On ne les avait jamais effrayés en leur disant que Dieu réserve des punitions terribles aux enfants ingrats. Chez eux, l'amitié filiale était née de l'amitié maternelle. On ne leur avait appris de la religion que ce qui l'a fait aimer. Et s'ils ne feraient pas à l'église de longues prières, partout où ils étaient dans la maison, dans les champs, dans les bois, ils levaient vers le ciel les mains innocentes et un cœur plein de l'amour de leurs parents. Ainsi se passa leur première enfance comme une belle aube qui annonce un plus beau jour. Déjà, ils partageaient avec leur mère tous les soins du ménage. Dès que le chant du coq annonçait le retour de l'aurore, Virginie se levait, allait puiser de l'eau à la source voisine et rentrait dans la maison pour préparer le déjeuner. Bientôt, après quand le soleil dorait les pitons de cette enceinte, Marguerite et son fils se rendaient chez Madame de la Tour. Alors, ils commençaient tous ensemble une prière suivie du premier repas. Souvent, ils le prenaient devant la porte, assis sur l'herbe sous un berceau de bananier, qui leur fournissait à la fois des mets tout préparés dans leurs fruits substantiels et du linge de table dans leurs feuilles larges, longues et lustrées. Une nourriture saine et abondante développait rapidement les corps de ces deux jeunes gens, et une éducation douce peignait dans leur physionomie la pureté et le contentement de leur âme. Virginie n'avait que 12 ans. Déjà sa taille était plus qu'à demi formée. De grands cheveux blonds ombrageaient sa tête, ses yeux bleus et ses lèvres de corail brillaient de plus tendre éclat sur la fraîcheur de son visage. Il souriait comme toujours, de concert quand elle parlait. Mais quand elle gardait le silence, leur obliquité naturelle vers le ciel leur donnait une expression d'une sensibilité extrême, et même celle d'une légère mélancolie. Pour Paul, on voyait déjà se développer en lui le caractère d'un homme au milieu des grâces de l'adolescence. Sa taille était plus élevée que celle de Virginie, son teint plus rembruni, son nez plus aquilin, et ses yeux qui étaient noirs auraient eu un peu de fierté si les longs cils qui rayonnaient autour comme des pinceaux ne leur avaient donné la plus grande douceur. Quoiqu'il fût toujours en mouvement, dès que sa sœur paraissait, il devenait tranquille et allait s'asseoir auprès d'elle. Souvent, leur repas se passait sans qu'ils ne se disent un mot. À leur silence, à la naïveté de leurs attitudes, à la beauté de leurs pieds nus, on y crut voir un groupe antique de marbre blanc, représentant quelques-uns des enfants de Niobé. Mais à leur regard qui cherchait à se rencontrer, à leur sourire rendu par de plus beaux sourires, on les eût pris pour ces enfants du ciel, pour ces esprits bienheureux dont la nature est de s'aimer et qui n'ont pas besoin de rendre le sentiment par des pensées et l'amitié par des paroles. Cependant, Madame de la Tour, voyant sa fille se développer avec tant de charme, sentait augmenter son inquiétude avec sa tendresse. Elle me disait quelquefois, « Si je venais à mourir, que deviendrait Virginie sans fortune ?» Et c'est ainsi que se termine ma première lecture des aventures de Paul et Virginie. J'ai hâte de vous retrouver tout de suite pour la suite du roman. Je vous souhaite une excellente nuit si vous allez vous coucher et une très bonne journée si vous vous levez. À tout de suite pour la suite de Paul et Virginie.